TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 6, aussi appelé épisode Nico Rosberg. Oui, le 6 fut le numéro de course de l'Allemand entre 2014 et 2016. Nico est le fils de Keke Rosberg, champion du monde de 1982 qui avait remporté un Grand Prix lors de cette année-là. Nico fut sacré champion en 2016 avec Mercedes et il a annoncé sa retraite quelques jours après le Grand Prix d'Abu Dhabi, scène de la consécration de son premier et unique titre de champion du monde. Et il a même remporté 3 fois le Grand Prix de Monaco en 2013, 2014 et en 2015. Au menu cette semaine, on revient sur la fin de semaine de prestige en course automobile, en commençant tout d'abord, à tout seigneur tout honneur, avec un retour détaillé sur le Grand Prix de Monaco. On va parler de la course de Formule 2 qui a eu lieu dans les rues de la Principauté, dans le segment En route vers la F1, et on passe outre-mer pour revenir sur les 500 000 d'Indianapolis, même sans la présence de Fernando Alonso, et mesdames et messieurs, ce fut toute une course dans le Brickyard. Pour cet épisode, je serai seul, puisque mon co-animateur, Brian Ouimet, a eu un empêchement de dernière minute, mais ne vous en faites pas, si vous voulez entendre sa voix sexy, il devrait être de retour pour le moment le plus important de la balado-diffusion, le Grand Prix du Canada. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, ou devrais-je dire en anglais, Ladies and gentlemen, start your engines! Mais avant d'évoquer le rendez-vous monégasque, on veut prendre le temps de rendre un dernier hommage à Niki Lauda, qui est décédé au début de semaine. La mort du triple champion du monde en 1975, 77 et 84, va laisser un énorme vide dans l'univers de la Formule 1, car non seulement il était une légende du sport automobile, mais c'était aussi une personnalité importante dans le giron de la discipline reine. On connaissait Lauda pour son sens de l'humour remarquable, son franc-parler totalement irréprochable et sa bravoure exceptionnelle. Mais sans oublier évidemment son palmarès en Formule 1 tout aussi impressionnant. 25 victoires, 24 poles, 54 podiums en 180 Grands Prix entre 1971 et 1985 avec March, BRM, Ferrari, Brabham et McLaren. Il s'est beaucoup impliqué aussi avec sa compagnie aérienne Lauda Air. Il était aussi président non exécutif de Mercedes depuis septembre 2012. On se souviendra surtout de sa rivalité avec son bon ami James Hunt en 1976 pour le titre des champions du monde des pilotes, qui a d'ailleurs même inspiré le film à succès Rush, réalisé par Ron Howard, et son plus que terrible accident sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, le 1er août 1976. Pour ceux qui ne le savent pas, Lauda a eu un terrible accident, puisqu'après un passage des pneus pluie aux slicks au premier tour parce qu'il pleuvait, Lauda avait entamé le deuxième tour sur le légendaire Nordschleife, qui est un tracé de 22 km dans le Nürburgring. En abordant un virage assez rapide, il a perdu le contrôle de sa Ferrari. Il a frappé les rails avant que sa monoplace ne revienne carrément en piste. Elle a été même heurtée par d'autres participants. Lors du premier choc, le casque rouge de Lauda fut arraché et le bolide avait commencé à s'enflammer. Lauda, à moitié inconscient sur le tarmac, avait respiré les émanations d'essence avant d'être sorti de l'épave par des pilotes et des commissaires.
très gravement brûlé au visage et affecté par l'inhalation des vapeurs d'essence. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital où son état était critique, mais au moment de recevoir les derniers sacrements de la part d'un prêtre, Lauda l'a envoyé promener sur le champ en disant qu'il allait survivre. Et Lauda n'a pas eu tort, hein, puisque 6 semaines après ce terrible accident, il est revenu au volant de la Ferrari 312 T12 lors du Grand Prix d'Italie. C'est donc avec des plaies pas encore pansées et l'intérieur d'un casque ensanglanté que le natif de Vienne termina 4e de l'épreuve, alors que James Hunt avait abandonné la course. Pendant l'absence de Lauda, Hunt a eu le temps de retrancher 21 points sur son rival et ami, mais l'Autrichien a perdu le championnat lors de la dernière épreuve de la saison au Japon, en se retirant volontairement de la course qui fut troublée par une pluie diluvienne. Hunt avait terminé 3e de ce Grand Prix, ce qui était suffisant pour devenir champion de la saison. Mais heureusement pour Lauda, il est parvenu à gagner le titre en 77 et en 84 avec McLaren. Personnellement, perdre ce grand homme fait mal, car en apprenant un peu plus sur lui, je me suis rendu compte que c'est facile à dire, mais la vie ne tient qu'à un fil et il faut savoir être brave. Il faut faire le maximum. On ne sait pas quand notre tour va passer, alors on fait le maximum qu'on peut pour profiter de la vie. Alors, moi ce que je dis, c'est qu'on profite comme Niki Lauda l'a fait après son accident au Nürburgring le 1er août 1976. Alors, je voudrais faire mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de Niki Lauda qui va clairement nous manquer, à nous les fans de course automobile, mais aussi tout l'univers de la Formule 1 en général. Au revoir Niki. Bon, revenons sur cette 6e manche du championnat du monde de Formule 1 2019, le Grand Prix de Monaco. Une épreuve prestigieuse qui fêtait ses 90 ans d'existence, ainsi que sa 77e édition. Alors, voici le résultat de cette course palpitante. Alors, on a Lewis Hamilton qui remporte cette course de manière émotive, mais surtout stressante. Sébastien Vettel finit 2e. Valtteri Bottas 3e. Max Verstappen 4e. Pierre Gasly 5e. Carlos Sainz 6e. Daniel Kvyat 7e. Alex Albon 8e. Daniel Ricciardo 9e. Et Romain Grosjean 10e. Donc ça, ce sont ceux qui marquent des points. 11e, on a Lando Norris. 12e, Sergio Perez. 13e, Nico Hülkenberg. 14e, Kevin Magnussen. 15e, attention, George Russell sur une Williams. 16e, Lance Stroll. 17e, Kimi Raikkonen. 18e, Robert Kubica. 19e, Antonio Giovinazzi. Et pour terminer, Charles Leclerc qui a dû abandonner le Grand Prix. Et le meilleur tour en course appartient à Pierre Gasly de Red Bull, donc il obtient en même temps le point boni de la victoire. Alors, passons tout de suite à l'évaluation de la course qui a été faite pendant ce Grand Prix. Alors, performance du jour pour moi, évidemment, ça va revenir à Lewis Hamilton qui a résisté à 66 reprises aux attaques de Max Verstappen qui le collait au derrière pendant 66 tours exactement et qui a même dû résister à un contact dans les derniers tours. Mais sinon, j'ai aussi Romain Grosjean sur Haas, qui est fini 10e. Bon, il a franchi la ligne d'arrivée 9e, mais il termine 10e, ça on va en reparler. Mais pourquoi je donne Grosjean performance du jour? Parce qu'il est parti 13e, et il a fait une bonne stratégie, il a passé 50 tours avec la gomme tendre. Imaginez 50 tours avec la gomme la plus rapide, mais la moins résistante. Ça, c'est quelque chose, et surtout qu'il a profité
certaines stratégies ratées d'autres pilotes pour s'immiscer dans le top 10. Alors, vraiment un très beau travail de la part du Français. Contre-performance du jour, Charles Leclerc mérite clairement la contre-performance du jour. Parce que non seulement il a eu une fin de semaine horrible à la maison, carrément, parce qu'il est d'origine monégasque et il a grandi à quelques mètres du circuit. Bon, il a réussi quelques dépassements à l'épingle et à la rascasse au Grosjean qui était le dépassement de la journée. Mais il a abandonné après une tentative ratée sur Hülkenberg à cette même rascasse. Parce qu'il a tapé l'intérieur du rail et ensuite ça a endommagé une partie du plancher et causé une crevaison au pneu arrière droit. Et ça a laissé des débris partout sur la piste, causant la voiture de sécurité. Même si Ferrari a tenté de le rassurer en disant qu'il pouvait pousser, il ne pouvait rien faire. Et en plus, il a été pris dans le mini-trafic causé par Antonio Giovinazzi, qui est aussi ma contre-performance du jour. Giovinazzi s'est pris 2 pénalités durant la fin de semaine. La première, c'était pendant les qualifs en bloquant Nico Hülkenberg. Et la deuxième, c'était pendant la course même, en créant une collision avec Robert Kubica, créant justement ce mini-bouchon où il y avait Leclerc, je pense qu'il y avait une Racing Point, il y avait aussi George Russell aussi, je crois. Alors, les 2 fois, c'était à la rascasse. Alors, Giovinazzi, pas une bonne fin de semaine pour le pilote italien. Et le moment cocasse, c'est le retour du Miaou! Donc, le gars qui avait... parce qu'au Grand Prix des États-Unis de l'année dernière, il y avait un gars qui s'était amusé à imiter les sons d'une Formule 1. Le Miaou! Et qui était devenu très populaire, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et je pense même la F1 en a profité pour pour reprendre un peu ce meme et en faire même avec le groupe de Chemical Brothers un genre de remix. Le remix est plus rapide en reproduisant le Neom. Et là, pendant la course, il y a quelqu'un qui s'est amusé à imiter ce son avec un des micros des caméramans. Donc, ça, c'était mon moment cocasse. Sinon, il y en a qui m'ont envoyé. Entre autres, Francis Paquette, un régulier de l'émission, et de notre site aussi, qui nous dit performance du jour Hamilton, évidemment. Contre-performance du jour Leclerc, oui, ça aussi. Mais Lance Stroll mérite aussi la contre-performance du jour. Et je suis d'accord parce que oui, il roulait 11e à un certain moment, il ne s'était pas arrêté, mais a connu une course un peu erratique, a eu une pénalité pour avoir coupé un virage devant Kimi Raikkonen, l'a même tapé un peu à l'épingle, entre l'épingle et le virage portier qui mène vers le tunnel, et aussi, bon, il a bloqué Valtteri Bottas, alors que ce dernier essayait de lui prendre un tour. Donc, ça ruinait un peu les chances du Finlandais de tenter une attaque pour, à la limite, se retrouver sur le podium. Et son moment cocasse, c'est Ferrari et ses erreurs de stratégie continuelles. Je suis d'accord et vous allez comprendre pourquoi quand on va parler de Ferrari. Alors, on va commencer avec la revue traditionnelle écurie par écurie et on va commencer à tout seigneur tout honneur par Mercedes avec Lewis Hamilton vainqueur et Valtteri Bottas troisième. Donc, juste en disant le résultat des 2 pilotes, on peut tout de suite comprendre que c'est fini la séquence de doublés consécutifs pour Mercedes. Par contre, ce fut une belle course, mais stressante pour les flèches d'argent. Donc, parti premier après un tour exceptionnel samedi, Hamilton a remporté un Grand Prix au terme d'un duel de 66 tours avec Max Verstappen.
Lors de son second relais, effectué après l'intervention de la voiture de sécurité à cause des débris laissés par la voiture de Leclerc, le quintuple champion du monde n'a pas cessé de se plaindre de ses pneus et il était douteux quant à la tenue de ceux-ci à la radio. Donc on a entendu Hamilton chialer constamment sur l'usure de ses pneus. Est-ce qu'il va pouvoir résister aux attaques de Verstappen qui avait des pneus durs alors qu'Hamilton avait des médiums, sachant que ça ne tiendrait pas? Eh ben, il l'a fait quand même. Il a dû résister aux attaques de Verstappen en fin de course, quitte même à recevoir un léger contact du pilote Red Bull à la sortie du tunnel et à l'entrée de la nouvelle chicane. Heureusement, les deux n'ont pas eu de sanctions puisque l'incident a été vu et revu et j'allais pas dire corrigé, mais revu par les commissaires de la FIA qui n'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais il faut se dire, Mercedes a fait une erreur stratégique en mettant des pneus médiums pour Hamilton au lieu des durs comme on l'a vu avec Verstappen, Vettel et Bottas à la limite. En entrevue sur le podium, Hamilton a même comparé l'état de ses pneus à celui de Chine 2017 alors qu'il était avec McLaren. Ses pneus étaient usés complètement au moment de s'arrêter et justement en entrant au puits pour les changer, il s'est enlisé dans le bac à gravier et ça, disons, le répète sacré champion du monde lors de cette course et vous connaissez la suite, il a perdu le titre de champion du monde au départ de Kimi Räikkönen quelques semaines plus tard au Brésil. Et en plus, Mercedes ne voulait pas répéter la bourde de Monaco 2015, où il avait perdu une victoire toute faite sur un mauvais choix stratégique, justement après l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle et ensuite de la voiture de sécurité après l'accident du même Verstappen, alors que ce dernier était chez Toro Rosso en 2015. Et c'est bien que Mercedes ne tienne pas compte de la colère de son placard. L'anglais, malgré le chialage justifié, il a fait le gros travail. Il s'est battu lui-même il le dit, il s'est battu avec l'esprit de Niki Lauda, qui était toujours combatif en piste, qui calculait toujours ses actions. D'ailleurs, 10 sur 10 pour l'hommage, le casque en l'hommage de l'Autrichien, parce que d'ici pour le restant de la saison, il y aura une étoile rouge qui sera arborée sur la voiture en hommage à Niki Lauda, en plus de la signature de l'Autrichien qui était président de la marque non exécutif de la marque allemande depuis 2012. Et Hamilton, c'est grâce à Lauda si Hamilton a pu se joindre à Mercedes dès la saison 2013. Et pour Nico Rosberg aussi, il a dit que ça n'a pas été facile pour une Mercedes. Il a vu aussi l'état d'esprit de l'écurie. Parce que, et je reprends les paroles de l'allemand, ce n'est pas facile de gérer quelque chose de lourd et triste comme ça. C'est une démonstration d'à quel point ils sont forts actuellement. Et surtout pour Toto Wolff, le directeur de Mercedes, c'est vraiment difficile parce que Wolff et Lauda étaient toujours ensemble et il avait même obtenu la reconnaissance de Lauda. Lauda était le mentor de Wolff, autant le mentor de Wolff que d'Hamilton. Niki pouvait voir ce qu'il faisait car il était toujours à ses côtés. Wolff est maintenant tout seul en tant que leader, donc là c'est une grosse pression maintenant. Il a toute la pression sur les épaules puisque Lauda n'est plus là pour l'aider, lui donner des conseils. Et en plus, les deux étaient toujours en train de discuter, d'échanger dans les moments durs, et ils célébraient même quand ça se passait bien. Donc là, la mort de Lauda laisse un gros vide chez l'écurie, et pour surmonter cette épreuve, gagner sur un circuit où il est très difficile de dépasser, où c'est très difficile même de gagner en général, c'est une mission accomplie pour
pour Lewis Hamilton et pour Mercedes aussi. Mais le scénario aurait pu être parfait de cette dure fin de semaine. On aurait pu avoir un 6e doublé consécutif, mais malheureusement, il n'a pas eu lieu puisque Bottas a fini 3e. Et il aurait bien pu finir 2e, mais il a été touché par la Red Bull de Max Verstappen dans les pluies, causant une crevaison. Il a dû rentrer au stand au tour suivant pour justement chausser les pneus durs. Et pour terminer, il a même été bloqué par la Racing Point de Lance Stroll, qui avait un tour de retard sur le meneur. Donc, c'est dommage pour le Finlandais, car il avait le rythme et aussi le bon set de pneus pour soit garder son P2 ou attaquer pour la reprendre, aux dépens de Vettel et de Verstappen. Heureusement pour Bottas, sa Finlande a battu le Canada 3-1 en finale du championnat du monde de hockey. Bottas est un amateur de hockey et du Canadien, donc c'est un peu un baume, mais je pense que Bottas aurait préféré une 2e place, à la limite la victoire, plutôt que de voir son équipe gagner. Parlons maintenant de Ferrari. On a quelque chose d'un peu plus positif, mais c'est la même histoire depuis qu'on a commencé la balado-diffusion et qu'on fait un retour sur les Grands Prix. La Scuderia Ferrari, bon, avec Sébastien Vettel 2e, inscrit son meilleur résultat de la saison, oui, mais c'est un baume considérant tout le trouble qu'ils ont eu pendant les 2 derniers jours. Et c'était des catastrophes coup sur coup, ou bien même ce qu'on me disait, un cirque. Et tout ça a commencé samedi avec Sébastien Vettel qui a accidenté sa Ferrari à Sainte-Devote lors des essais du samedi matin, la dernière séance d'essais libres. Ensuite, il y a eu tout ce branle-bas de combat lors de la Q1 en qualification, alors que Vettel, qui était en danger en Q1, a inscrit le meilleur temps de cette portion de séance, mais a éliminé son coéquipier Charles Leclerc du même coup. C'était une erreur stratégie de la part de la Scuderia qui aurait dû ramener Leclerc en piste, parce que t'as beau dire que t'es sauf, mais tu ne l'es jamais dans ces genres de situations. Encore moins à Monaco. Je sais qu'il y avait du trafic, mais autant prendre le risque. Si ça ne fonctionne pas, bon, moi, tu pourrais dire t'as essayé. Mais là, la Scuderia n'a pas essayé. Ils ont préféré garder Leclerc dans les puits. Là, il se retrouvait dans une situation très précaire, là où on voit Vettel sortir, effectuer un dernier tour lancé avec genre 10 secondes à faire, mais ne pas envoyer le héros de la foule faire un autre tour pour au moins sauver sa peau. Je comprends pas, en fait, Ferrari. J'ai jamais compris les décisions qu'ils prennent. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est comme ça depuis des années, et c'est comme ça qu'ils perdent des championnats. En fait, excluant évidemment ce qui s'est passé en 2007, mais ce sont souvent des erreurs de stratégie qui ont fait mal à Ferrari. Et ça s'est prouvé maintenant. Vettel, oui, parti 4e, mais a tapé 2 fois le mur lors de la séance de qualification, surtout en Q3. Et là, t'as Leclerc qui était visiblement frustré après son écurie. Et parlant de Leclerc, ça ne s'est pas réglé en course, parce que il a profité de la pénalité à Antonio Giovinazzi pour monter d'une place. Donc au lieu de partir 16e, il est parti 15e. Il a fait un bon départ en général, beau dépassement sur Lando Norris à l'épingle. Son fait saillant, entre autres, c'était le magnifique dépassement de Grosjean à la rascasse. Vraiment pas kamikaze, mais osé. Mais le tour suivant, je crois, il a essayé de... C'est ça, c'est au tour suivant. Il a essayé de faire la même chose au départ de Nico Hülkenberg. Et là, il
touche le rail intérieur du virage de la Rascasse. Il endommage son plancher, crevaison au pneu arrière droit, c'est ça. Et là, il est obligé de rentrer au pays pour enlever le pneu manquant. Et là, il n'avait tout simplement plus de rythme. Et Ferrari a été obligé de le retirer de la course. Et c'est un deuxième abandon consécutif pour le Monégasque chez lui, parce que l'année dernière, il avait eu des problèmes de frais et a tapé l'arrière de la Toro Rosso de Brandon Hartley. Mais cette fois-ci, Leclerc est en partie à blâmer, parce que je sais que tu dois essayer de faire le maximum pour prendre le plus de place possible pour te retrouver dans le top 10, et qui sait, si jamais la pluie devait arriver, ce qui n'était pas le cas au final, tenter une stratégie différente pour gagner un peu plus de place. Mais là, on a vu probablement des premiers signes d'immaturité du jeune Leclerc avec Ferrari, ou bien même en Formule 1. C'est des trucs qui arrivent, on va se le dire. Leclerc a quand même bien fait en général, il faut pas se le cacher. Mais là, pour la première fois, on voit qu'il a été très très vulnérable dans une situation où il n'était pas familier, disons. Donc, c'est dommage, mais Leclerc est le seul pilote à avoir abandonné. Et non seulement ça, mais ce sont des points probablement précieux que Ferrari a perdus au cours de ce Grand Prix. Mais tout ça, c'est l'amoncellement de mauvaises stratégies, de mauvaises décisions prises par Ferrari. Et le pire dans tout ça, c'est que vendredi, parce qu'il y avait une journée off pour la Formule 1, eh bien, ils ont parlé avec quelques médias pour leur donner une leçon sur comment prendre des stratégies. Alors que ce sont les mêmes à qui ces mêmes journalistes leur disent « Mais c'était quoi la stratégie de chez Ferrari? C'était quoi votre stratégie? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? » Puis là, t'arrives à Monaco où tu dois expliquer aux journalistes, tu dois leur donner des cours de stratégie 101. Peut-être qu'au final, c'est au chef de la stratégie de suivre ses cours, parce que si ça continue comme ça, ben, je suis sûr que Mercedes va obtenir le titre au Grand Prix de Belgique à la limite, là, parce que c'est pas normal qu'une écurie avec une voiture vraiment performante, elle est performante. On a eu certains éclats à Bakou, malgré encore là l'accident de Leclerc en qualification. Mais la Ferrari, elle est rapide. Elle est rapide. On ne cesse de le répéter à chaque fois. C'est une voiture qui est faite pour rivaliser avec Mercedes. Mais ce sont toujours des erreurs humaines. Et on n'apprend pas nos erreurs. C'est ça qui est frustrant avec cette écurie. Et j'espère que le Grand Prix du Canada, sur un circuit où ils ont, là on peut le dire, l'avantage en termes de moteur sur un circuit où il y a beaucoup de vitesse, tenter de vraiment rivaliser avec Mercedes sans faire de bourde, comme on l'a vu à Monaco entre autres, ben là on pourrait avoir un regain. Mais là je comprends plus avec Ferrari. Mais néanmoins, il faut leur donner ça. Ce fut une belle course de la part de Sébastien Vettel. Bon, 3e en franchissant la ligne d'arrivée, mais avec la pénalité de 5 secondes imposée à Max Verstappen pour un non-safe release. Ben là, il finit 2e. Et comme je l'ai dit, c'est le meilleur résultat de Ferrari cette saison. Mais encore là, bon, Vettel a joué avec prudence. Il a été très patient. Ça a rapporté. Bon, il voulait pas trop attaquer Hamilton et Verstappen, parce qu'il avait un problème de surchauffe, donc il fallait qu'il reste un peu loin derrière Verstappen et garder l'avantage sur Bottas, bon, qui a reculé, mais quand même, je dois dire, Vettel, après 3 visites dans le mur samedi, a bien fait dans les circonstances. Et là, il faut se le dire, c'est pour Vettel, lui aussi un baume, mais ça ne réglera pas les problèmes.
Passons maintenant à Red Bull. Max Verstappen, quatrième au classement final et Pierre Gasly cinquième. Verstappen a roulé deuxième pendant une bonne partie de la course, mais ça c'était parce que, comme je l'avais mentionné, Red Bull l'a fait sortir devant Bottas, mais de manière un peu dangereuse. Parce que Verstappen a tapé Bottas dans la ligne des puits. Verstappen n'a eu aucun dommage, mais Bottas en a eu. Une crevaison au pneu du côté droit. Mais dans les circonstances, c'est fait la meilleure course du Néerlandais cette saison. A tout fait pour mettre de la pression sur Hamilton. Quitte même à aller tenter une chance sur un dépassement tardif et osé à la nouvelle chicane. Les deux, Hamilton et Verstappen se sont touchés. Aucun dommage pour les deux. Aucune sanction, rien. Mais quand même, Verstappen a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire prendre sa chance, tenter une attaque sur Hamilton et qui sait aller peut-être s'envoler vers la victoire, sachant qu'il avait une meilleure usure de pneus que la Mercedes du champion du monde en titre. Mais quand même, quatrième, c'est décevant pour lui, c'est clair, mais au moins, il va repartir, il vit à Monaco, mais il revient chez lui au moins avec le sentiment du devoir accompli malgré la pénalité. D'un autre côté, Pierre Gasly, encore une fois, à l'ombre de son coéquipier, mais a fait une bonne course dans les circonstances. Cinquième, obtient le point pour le meilleur tour en course. Mais tout ça, c'est venu parce qu'il avait une pénalité de 3 places sur la grille pour avoir bloqué Romain Grosjean lors de en fin de Q2. Il s'est bien débrouillé. En fait, avec Gasly, on n'a pas grand chose à dire, mais juste pour dire que ça s'est bien passé. Je suis sûr que Brian aurait eu un peu plus de mots à dire sur le jeune Français, vu que c'est son équipe préférée, mais vraiment, Red Bull a fait du bon travail. Peut-être aurait aimé ça repartir avec le trophée de la victoire, garder un peu son titre de champion sur la piste monégasque, puisque l'année dernière, c'était Daniel Ricciardo qui avait gagné alors qu'il était encore un pilote de Red Bull. Mais ça va ça va bien avec Red Bull Honda cette saison. Passons maintenant chez leur écurisseur, Toro Rosso, Daniel Kvyat 7e et Alex Albon 8e. En général, une fin de semaine vraiment positive de la part de Toro Rosso. Les deux pilotes ont atteint la Q3, je pense pour la première fois de la saison, si je me trompe pas, mais ont été quand même solides, bonne stratégie. Les arrêts au point ont été meilleurs que ce qu'on a vu en Espagne. Et en plus de ça, pour la première fois depuis, je pense, 1987. Pour la première fois depuis 1987, depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 87, les 4 moteurs Honda finissent dans les points. Donc on a Verstappen 4e, Gasly 5e, Kvyat et Albon 7 et 8e. Alors, on continue en fait relativement le bon début de saison pour l'écurie italienne et le club école de Red Bull. Et j'ai bien aimé aussi la prestation du jeune Albon, rapide, a même détenu pendant un certain temps le point boni pour le meilleur tour, grâce évidemment à un arrêt au puits où il est passé en pneu tendre pour être le plus rapide. Alors, vraiment satisfait de la part de Toro Rosso en fin de semaine. Mais celui qui a été le plus impressionnant et celui qui a terminé devant eux, c'est Carlos Sainz. Je peux pas dire qu'il n'a pas fait une mauvaise course, mais c'est juste qu'on ne l'a pas beaucoup vu. On n'a pas eu beaucoup de... On ne l'a pas beaucoup vu, non seulement ça, mais il n'y a pas eu de temps d'antenne, en fait. Mais a réalisé un très bon départ.
Il y a même une vidéo embarquée sur les réseaux sociaux où on voit son départ. Un beau dépassement par l'extérieur au virage Massenet sur une des deux Toro Rosso. Course relativement simple pour Sainz. Vraiment, vraiment pour moi, c'est un des pilotes qui se démarque le plus cette saison. Bon, il y a eu deux courses où il aurait pu bien faire, mais malheureusement, il a été frappé par la malchance. En Australie, bon, son moteur a explosé. Au Bahreïn, contact avec Max Verstappen, mais depuis, bon, en Chine, il y a eu cet accrochage avec Lando Norris et Daniel Kvyat, mais il a fait un bon retour, même s'il n'a pas marqué de points. Mais vraiment, Sainz est impressionnant cette année. Et là, il a fait la course qu'il fallait, en fait, à Monaco. Parce que Sainz s'est arrêté beaucoup plus tard. C'est ça qu'il fallait parce que les pneus tendres étaient plus performants plus longtemps. Donc, contrairement à ce qu'on a vu, où on a vu quelques écuries changer de... quelques pilotes s'arrêter pendant la voiture de sécurité. Et il fallait qu'ils composent aussi avec les Toro Rosso. Mais c'était le bon moment de le faire vraiment tard, comme on l'a vu avec Romain Grosjean. Alors, ce fut la meilleure des options possibles pour Sainz. Mais d'un autre côté, il y a Lando Norris qui, lui, a connu une course à l'inverse difficile. Encore une fois, un mauvais départ. Il est parti 12e. Là, il finit 11e hors des points. Il s'est fait même dépasser par Charles Leclerc, mais ça, il fallait s'y attendre. Il a fallu qu'il gère ses pneus. Il a même créé un train à la relance. Mais c'est pas une course souhaitable pour Norris qui voulait aller chercher des points. Donc, McLaren, ça va bien en général. Norris aurait vraiment souhaité avoir un peu plus. Mais il va pouvoir se reprendre à Montréal. Chez Renault, en fait, ça va bien. 2 points. Mais ça ne reflète pas un peu le mécontentement chez Daniel Ricciardo. Bon, Renault a pris la 9e place et 2 points dans une course vraiment sous haute tension. Ricciardo est parti 6e sur la grille, mais la stratégie d'anticiper son arrêt, ça n'a vraiment pas été payant. Il a terminé 10e avant d'être promu avec l'application de la pénalité de Romain Grosjean qui a traversé la ligne blanche à la sortie des puits. Ricciardo avait réalisé un bon départ en dépassant Kevin Magnussen pour la 5e place. Et sa course a été ruinée à l'intervention de la voiture de sécurité. Il est ressorti dans le trafic avant de perdre du temps précieux derrière la McLaren de Norris. Et quand la piste a été dégagée, il s'est rapproché au rythme d'une seconde par tour de la Haas de Grosjean. Et c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Les 2 points qui l'ont sauvé, c'est justement sa charge en fin de course. Mais ça aurait pu être une position beaucoup plus haut parce que si ce n'était pas de l'arrêt au puits aux alentours du 16e tour, probablement qu'on aurait eu un Ricciardo un peu plus souriant dans les entrevues. Au moins, la voiture était plus performante que ce qu'on a vu lors des dernières courses. Alors, bon, il y a le Grand Prix du Canada qui est un circuit de vitesse. On s'attend à ce que Renault soit encore dans le milieu du peloton, mais à Monaco, où justement c'est l'inverse, où la vitesse n'est pas prise en compte, ça s'est bien passé. Mais Nico Hülkenberg, lui, ne l'a pas eu facile. Il a été impliqué dans l'incident avec Leclerc à la Rascasse, parce que le pilote Ferrari s'est montré beaucoup trop optimiste. Et à cause de ça, ça a crevé le pneu arrière de la Renault d'Hülkenberg. Et en plus, il s'est retrouvé dans l'embouteillage provoqué par le tête à queue de Kubica. Merci à Giovinazzi.
Donc, c'était pas mal la fin pour Hülkenberg pour aller chercher des points. Donc, il n'y a rien qui a joué en sa faveur. C'était un beau départ quand même pour Hülkenberg. Heureusement, les dommages qu'il a obtenus n'étaient pas si pires au final, mais dans les circonstances, Renault repart avec 2 points, mais avec encore beaucoup de problèmes à régler. Et parlant de compliqué, ça l'était aussi pour Haas, l'écurie américaine, qui voit Romain Grosjean marquer 1 point, mais Kevin Magnussen, 14e, a terminé 14e au classement final. Mais ils l'ont su, en fait, ils ont su 4 heures plus tard que Magnussen allait finir à cette position, puisqu'il a eu une pénalité pour avoir coupé le virage lorsque il a tenté de défendre sa position face à Sergio Perez lors de la course. Donc Magnussen est passé de 12e à 14e. Mais du côté de Romain Grosjean, il était pas mal écœuré à la fin de la course, puisque lui aussi a une pénalité. Il a mordu la ligne blanche en sortant de la ligne d'appui, et il a même perdu sa 9e place au profit de Daniel Ricciardo. Et Grosjean était pas mal fâché. Est-ce que c'était après la F1? Oui. Parce qu'il il déplore la pénalité, et je cite, qu'il a vu les images, et l'équipe dit qu'on ne peut pas se battre sur la pénalité, mais il dit que la roue était sur la ligne. Carlos Sainz n'était pas très loin, il s'est un peu décalé, mais en général, la stratégie était bonne, les pneus étaient un peu morts, mais ça allait. Donc ça, il parle de la course en général. Mais 10e, personnellement, c'est bon, parce que ce fut des courses difficiles. Grosjean, en Espagne, a eu une fin de course difficile après cet accrochage avec Magnussen. Mais la pénalité était dure quand même, à ses yeux. Et il considère aussi que l'attaque de Charles Leclerc à la rascasse était un peu trop optimiste. Et même Leclerc le dit aussi que c'était un peu trop osé de sa part. Mais quand même, c'est parce qu'on s'entend que si Leclerc avait raté son dépassement, il aurait probablement entraîné Grosjean dans la situation et le Français n'aurait pas été content de la part. N'aurait pas été content avec le Monégasque. Mais quand même, Grosjean a été chanceux que le dépassement ait été fait de manière propre. Mais chez Magnussen, c'était loin d'être une course idéale. Écoutez, il était parti 5e sur la grille. Il a hérité de la 5e place après la pénalité à Pierre Gasly. Et là, il se retrouve hors des points, 14e. Parce que lui aussi a été pris dans la stratégie de Ricciardo, c'est-à-dire de s'arrêter à la voiture de sécurité et de revenir derrière le trafic, en plein dans le trafic, ce qui a ruiné complètement ses chances de revenir dans le top 10. Et il aurait dû faire comme Carlos Sainz, c'est-à-dire rester en piste. Même lui, il disait qu'il ne voulait pas s'arrêter, les pneus étaient encore super bons, mais je pense qu'encore là, c'était une erreur de stratégie de la part de Haas. Et là, on vient encore de gaspiller des points importants dans ce Grand Prix, surtout qu'on avait l'évolution moteur de Ferrari cette fin de semaine, donc aller chercher un peu plus de puissance, même si, comme je le répète, c'est pas un circuit de vitesse, mais au moins mettre les bonnes cartes sur table. Mais non, on ne l'a pas fait chez Haas, et là on se contente d'un seul point. Et parlant de points, parlons de Racing Point. Je m'excuse pour ce mauvais jeu de mots. Sergio Perez, 12e, et Lance Stroll, 16e. Une fin de semaine complètement oubliée pour l'écurie de Silverstone. Sergio Perez a vécu un moment vraiment tendu et même qui est passé inaperçu, qu'on a vu sur les médias sociaux un peu plus tard. Après son arrêt au stand, il est passé entre deux commissaires de piste qui passaient tout simplement, probablement pour enlever des débris qui étaient sur la piste.
Et Perez a eu peur d'avoir blessé un commissaire qui travaillait à la sortie de la ligne des puits. Et à la radio, il a dit qu'est-ce qui ne va pas avec ces commissaires? Je l'ai presque tué. Et il s'est interrogé sur l'état d'un des deux commissaires. Heureusement, les deux s'en sont bien tirés. Perez est passé aux côtés des deux commissaires, mais ça aurait pu être dangereux. Et il explique ceci. Durant la période de voiture de sécurité, un commissaire s'est carrément rué vers lui. Il a presque roulé sur deux commissaires. Et on sait que les commissaires à Monaco sont très bons, mais quand tu vois qu'ils n'étaient pas alertes, en fait, ces commissaires, ils auraient dû voir qu'il y avait une voiture. On aurait dû les avertir qu'il y avait une voiture qui sortait de la ligne des puits. Heureusement, il n'y a rien eu. Et Dieu sait qu'il y a eu bien des incidents avec une voiture et un commissaire de piste qui se sont mal terminés, hein, des incidents qui se sont mal terminés. Dans ce cas-ci, là, on peut passer à autre chose, mais il va falloir rectifier quelques trucs. Et toujours pour continuer avec Perez, quand il a tenté de dépasser Kevin Magnussen à la nouvelle chicane, le pilote Haas a résisté à couper la chicane et Magnussen a été pénalisé à la toute fin de la course. Mais de toute façon, on ne s'attendait pas à voir le Mexicain dans les points. On sait qu'il avait fini sur le podium en 2016, mais ça s'est dû passer. La Racing Point n'était vraiment pas dans le coup. Et encore là, du côté de Lance Stroll, lui, ça a été pire. En fait, depuis qu'il est en Formule 1, je pense que le circuit de Monaco ne lui convient vraiment pas. C'était un week-end difficile pour l'équipe et surtout pour lui. Il a été encore une fois éliminé en Q1. Il était presque dernier si on éliminait les Williams. Alors, en plus, il s'est pris une pénalité pour avoir coupé un virage devant Kimi Raikkonen. Il a obtenu un avantage. Il a même tapé la Alfa Romeo du Finlandais. Et là, il a même bloqué Valtteri Bottas qui essayait de lui prendre un tour. Mais là-dessus, on peut lui pardonner parce que c'était pas évident. Stroll essayait certainement de lui laisser de la place, mais comme c'est serré, il ne pouvait rien faire. Mais je pense qu'il aurait pu couper la chicane de la piscine pour laisser passer Bottas, même si c'était un virage à haute vitesse. Mais en général, oubliez Racing Point, ce n'était vraiment pas leur course. Et ce n'était pas vraiment la course espérée pour Alfa Romeo. Kimi Raikkonen 17e à son 300e Grand Prix. Et Antonio Giovinazzi qui finit dernier parmi les pilotes classés, ce qui est une première cette saison. C'est la première fois qu'on ne voit aucune des deux Williams finir dernier. Et pour Raikkonen, ce fut une course vraiment plate. Il n'y avait aucun moyen de dépasser. Il a eu des dégâts à son aileron avant avec un contact avec Lance Stroll au premier tour et en plein milieu de la course aussi. Il souhaitait améliorer sa position finale, mais quand vous êtes bloqué derrière une voiture à Monaco, vous êtes pas mal foutu, à moins de trouver le bon moment, le moyen nécessaire pour le dépasser, mais ça ruine une course facilement. Alors, Raikkonen disait que il y avait un bon rythme sur la Alfa Romeo qui, comme Haas, a profité du Spec 2 du moteur Ferrari, mais probablement que ce sont les qualifications qui ont pesé lourd dans la balance. Je suis très surpris, moi, de voir les Alfa Romeo vraiment loin derrière, même presque au même niveau que les Williams. Et parlez-en à Antonio Giovinazzi, qui a une course vraiment éprouvante. Il a été pénalisé de 10 secondes pour un dépassement brouillon sur une Williams sur Robert Kubica à la Rascasse. Il a perdu une position aux dépens de Williams, il a même coupé un virage, mais il s'en est sorti sans pénalité.
Il a tenté de dépasser, mais ce ne fut pas le Grand Prix qui allait changer la saison pour l'écurie suisse. Alors, je m'attends pas à grand chose rendu. On s'attendait pas à grand chose rendu là. Euh, je pense que ils vont probablement mieux faire à Montréal. On va se le souhaiter parce que le moteur Ferrari est très puissant sur les lignes droites. Alors, s'ils trouvent comme je l'avais dit après le Grand Prix d'Espagne, le bon compromis entre la balance et la puissance et les performances, ben, ils pourraient revenir marquer des points. Alors, oubliez la course pour Alfa Romeo. Oubliez ça, c'est fut une épreuve très difficile. Mais finalement, pour terminer, on a quelque chose de positif à dire sur Williams. Oui, parce que on a George Russell qui finit 15e et non dernier. Mais ça a été un peu plus difficile pour Robert Kubica. Parlons tout d'abord de Russell. Il a signé le meilleur résultat de Williams cette saison avec une belle 15e place à Monaco. Il a devancé les deux Alfa Romeo et la Racing Point de Lance Stroll. Et pour le champion de Formule 2, c'était une course parfaite. Il s'est donné à fond. Il s'est même retrouvé à moins d'une seconde de Nico Hülkenberg à certains moments. Alors, il était même dans le même rythme que les leaders, ce qui est vraiment rare. Alors, pour Williams, même si il ne marque pas de points, ce qui était à prévoir, au moins on a vu une amélioration. Russell, même s'il ne marque pas de points et finit au fond du classement, continue d'apprendre et il a bien appris sur un des circuits les plus difficiles à maîtriser à cause de l'étroitesse, des rails et tout. Mais vraiment, dans le bulletin de notes, je serais même prêt à donner un 8 à Russell parce que ça, c'est une performance remarquable pour une voiture qui est destinée à être en fond de grille. Par contre, pour Robert Kubica, sa course a été beaucoup plus difficile parce que il a été victime de cet accrochage avec Antonio Giovinazzi à la rascasse. Et c'était pas mal le fait saillant du Polonais, être accroché par l'Italien d'Alfa Romeo. Et pourtant, la course avait bien débuté pour lui. Il avait fait un bon départ dans les circonstances. Il a gagné une place. Et n'eût été de la stratégie avec la voiture de sécurité, peut-être que Kubica se serait battu vraiment avec les deux Alfa Romeo et peut-être même avec les Racing Point. Mais il y a eu la pluie légère qui est tombée et les deux pilotes Williams ont gardé les pneus dans une fenêtre raisonnable. Donc c'est ce qui a permis à l'écurie de travailler sur la gestion des pneus, de voir comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on pouvait aller chercher un peu plus de temps, de place. Mais en général, Williams, on peut se dire, c'était leur meilleure course de la saison. On peut pas blâmer Kubica là-dessus sur l'accrochage avec Giovinazzi de toute façon. Mais au moins, Claire Williams et son équipe vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Alors, au classement des pilotes, Lewis Hamilton accentue son avance avec 137 points, soit c'est 17 de plus que Valtteri Bottas. Sébastien Vettel reprend sa troisième place au championnat des pilotes avec 82 points et Max Verstappen complète le top 4 avec 78 points. Charles Leclerc avec son abandon reste à 57 points et Pierre Gasly se retrouve maintenant avec 32 points. Et au classement des constructeurs, Mercedes est maintenant rendu à 257 points, Ferrari en a 139, Red Bull en a 110 au troisième rang, McLaren en a 30, Racing Point reste à 17 points, Haas se rapproche maintenant, il compte 16 points, Toro Rosso est à égalité avec Haas,
et passe même devant Renault qui chute en 8e place. Alfa Romeo est 9e avec 13 points et Williams est 10e et bon dernier avec un total de 0 points. La prochaine épreuve, on quitte l'Europe pour faire une petite visite. Où ça? Chez nous, à Montréal, dans 2 semaines, ce sera le Grand Prix du Canada et on a bien hâte à cet événement, comme d'habitude. De la Formule 1, on se dirige maintenant vers la Formule 2 avec notre segment En route vers la Formule 1. Puisque en même temps que les gros bolides étaient en piste, il y avait la Formule 2 sur les circuits de la Principauté. Et la course, contrairement à ce qu'on voit généralement, avait lieu le vendredi et le samedi. Comme la F1 a ses essais à Monaco les jeudis, le vendredi, on laisse toute la place aux séries de soutien, dont la F2. Et donc, il y a eu la course principale, ou la feature. Et le samedi, c'était le sprint tout de suite après la séance de qualification en Formule 1. Donc, vendredi, c'est Nick De Vries qui a remporté la course principale de Formule 2 à Monaco. Tout ça dans l'incertitude causée par un drapeau rouge suite à l'accident entre Mick Schumacher et Tatiana Calderon à la Rascasse. De Vries, qui partait en pole position, puisqu'on avait, je pense que c'était pour cette épreuve, fait 2 groupes de qualification pour éviter le trafic, puisque évidemment les Formule 2 sont plus longs que les Formule 1, donc ça a été facile de rester pris dans le trafic. Donc, Nick De Vries a obtenu la pole position au temps combiné de tous les pilotes, et il a aisément conservé la tête lors de l'extinction des feux. Tout ça à l'absence de Callum Ilott, qui devait s'élancer 2e, mais il n'a jamais réussi à prendre le départ puisque la voiture s'est éteinte toute seule, malheureusement pour le Britannique, un membre de l'Académie Ferrari. De Vries a mené avec une large avance sur Luca Giotto et Sergio Sette Camara, tandis que les pilotes sur la stratégie super tendre et tendre s'étaient arrêtés trop tôt. Les premiers d'entre eux étaient Mick Schumacher, qui avait réussi un magnifique dépassement sur Antoine Hubert à Mirabeau. Allez voir ça, c'est magnifique. Le meneur au championnat, le Canadien Nicolas Latifi, et Louis Delétraz. Schumacher a résisté à Nicolas Latifi, et le Canadien a lancé une attaque vraiment optimiste à l'épingle, qui s'est terminée avec une touchette entre les 2 pilotes. L'aileron avant de la Dams de Latifi ayant été endommagé, il a dû rentrer au stand. Donc, Schumacher et Delétraz sont ensuite revenus sur la Arden BWT de Tatiana Calderon, qui n'avait pas encore effectué son changement de pneus. Donc, Schumacher a tenté de passer à la Rascasse, mais la Colombienne a fermé la porte, et ça a été un accrochage, créant un bouchon monstre. Donc, on a agité le drapeau rouge. Alors, les leaders ont vu leur avance être réduite à néant, mais ils n'étaient pas autorisés à faire leur arrêt au stand obligatoire lors de l'interruption, même s'il était possible de changer de pneu. Or, Schumacher semblait se retrouver assis en position parfaite pour retrouver la course grâce à son propre accrochage qu'il a causé, mais il a reçu une pénalité de drive-thru pour justement avoir causé une collision avec Calderon. Mais les pilotes qui ont été bloqués dans cet incident se sont retrouvés à un tour du meneur. Le premier de ce groupe, Louis Delétraz, s'est donc retrouvé loin du top 8, composé de De Vries, Giotto, Sette Camara, Nobuharu Matsushita, Artem Markelov, qui revient en Formule 2, je vais expliquer ça pourquoi plus tard, Dorian Boccolacci, Guan Yu Zhu et Juan Manuel Correa. Les écarts se sont creusés à un rythme fou, mais il a fallu qu'il y ait une dernière neutralisation puisque Maever Raghunathan
a expédié Jack Aitken dans le mur à l'épingle après avoir été bloqué par l'Indien en qualification comme en course. Aitken avait probablement une rancœur à l'endroit de Raghunathan. Et pendant ce temps, il y avait Correa qui a perdu sa 8e place, synonyme de pole position en course sprint, puisqu'il s'agit de position inversée du 1er à 8e, en heurtant le rail à la sortie de la piscine. Intouchable, De Vries a remporté la course principale devant Luca Giotto et Nobuharu Matsushita, qui a pris l'avantage sur Sergio Camara en fin de course. Boccolacci complète le top 5 devant Guan Yuju, Markelov et Deletraz à un tour du vainqueur. Ralph Boschung et Antoine Hubert marquent les derniers points disponibles puisque Latifi et Sean Gallagher se sont accrochés à la rascasse. En fait, pourquoi Artem Markelov est revenu? Et il conduisait pour MP Motorsport en remplacement de Jordan King, qui était présent pour les 500 000 d'Indianapolis. Markelov, qui est un de mes pilotes préférés en Formule 2 parce qu'il effectue des dépassements osés, risqués, agressifs, mais qui fonctionnent toujours. Il l'a remplacé, et il est en Super Formule A, l'équivalent de la IndyCar au Japon. Mais je veux revenir aussi sur ce drapeau rouge qui a causé tout un mot de tête pour les pilotes. Et les commissaires du Grand Prix de Monaco ont reconnu ne pas avoir respecté la procédure réglementaire lors de l'interruption de cette course feature. Tout ça évidemment causé au 19e tour par l'accrochage entre Schumacher et Calderon à la rascasse. Donc, les commissaires, logiquement, ont agité le drapeau rouge parce qu'il y avait un bouchon monstre, mais la rascasse se trouve tout juste à l'entrée de la ligne des puits. Donc, les monoplaces ont rallié les stands, les 8, il y a eu un embouteillage monstre entre la piscine et la rascasse. Les 8 meneurs ont pu parcourir un tour de plus en raison de l'obstruction de la piste devant leurs rivaux. Mais, contrairement à ce que permet le règlement, ces derniers n'ont pas pu rattraper leur tour de retard. Parce que dans le règlement sportif, on dit que 2 minutes avant la reprise, toutes les voitures entre la voiture de sécurité et le meneur, ainsi que toutes les voitures à un tour au moment de la suspension de la course, sont autorisées à quitter la ligne des puits, à parcourir un tour supplémentaire sans se dépasser et à rejoindre derrière la voiture de sécurité la queue de voitures ayant quitté la pit lane quand la course a redémarré. Ce sont principalement les pilotes qui avaient déjà changé de pneus qui se sont retrouvés un tour du meneur, ceux qui n'avaient pas encore fait leur arrêt ayant pris l'avantage. Ils ont pu chausser un nouveau train de pneus pendant l'interruption, mais cela n'a pas compté comme étant un arrêt obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'aurait pu faire, par exemple, un Louis Deletraz ainsi que ses poursuivants s'ils étaient restés dans le tour du meneur comme prévu? Le classement final aurait été le même, car Deletraz était coincé derrière Juan Manuel Correa très lent, sans jamais avoir trouvé l'ouverture jusqu'à l'accident du pilote Sauber. Deletraz a perdu 44 secondes sur le meneur De Vries lors des 13 derniers tours suivants. Et sinon, De Vries serait ainsi ressorti à son arrêt au puits, 30 secondes devant la Carlin de Deletraz. Et ça aurait été le cas des autres meneurs également. Et oui, j'oubliais, Luca Giotto a été disqualifié pour une infraction technique sur sa voiture. Donc, Jou et Markelov se sont classés 5e et 6e. Mais ces deux-là auraient pu être 12e et 13e. Deletraz aurait pu prendre la 5e place devant Antoine Hubert, Ralph Boschung et Nikita Mazepin. Donc, c'était un branle-bas de combat causé par l'organisation du Grand Prix de Monaco. Passons maintenant à la course sprint, qui a vu Antoine Hubert remporter sa première victoire en Formule 2 au photo finish devant Louis Deletraz.
Donc, Hubert s'était lancé de la pole position grâce à la grille de départ inversée pour le top 8 de la course principale. Il a réalisé vraiment une belle performance pour fructuer cette chance de partir en pole position à Monaco. Hubert, qui est le champion en titre de la série, de l'ancienne série GP3, il a dû gérer 2 relances suite aux interventions de la voiture de sécurité. Ces mêmes commissaires ont dû regarder les incidents entre Luca Giotto avec Tatiana Calderon puis avec Maever Raghunathan, et les 3 pilotes ont été contraints à l'abandon. À la relance, Hubert a dû résister à la pression croissante de l'huile de l'étrase dans les 3 derniers tours, mais il a effectué un pilotage défensif comme on l'a vu avec Hamilton, et le protégé de Renault a pu conserver sa place, même si le pilote Carlin s'est porté à sa hauteur à la ligne d'arrivée. La victoire a échappé à 59 millièmes. Aïe aïe, aïe aïe. Jou et Markelov ont également tenu le rythme d'Hubert tout au long de l'épreuve pour se classer respectivement 3e et 4e. Dorian Bocolashi, originaire de Cannes, qui n'est pas très loin de Monaco, finit 5e. Sergio Sete Camara 6e. Nick De Vries 7e. Et Nikita Mazepin 8e pour compléter le top 8, ceux qui marquent des points. Chez Trident, ça a été très difficile. Ralph Boschung est tombé en panne et Giuliano Alesi a été percuté à 2 reprises par Sean Gelael, qui a obtenu un drive-thru. Et la course a été neutralisée par un double drapeau jaune alors que 7 commissaires ont évacué la monoplace d'Alesi dans la chicane. Et au championnat, comme Nicolas Latifi a une fin de semaine complètement oubliée, il reste néanmoins en tête avec 95 points, mais De Vries, avec sa belle performance, se retrouve maintenant à 1 point du Torontois. Giotto est à 67 points. Jack Aitken est à 62. La prochaine épreuve de Formule 2 aura lieu en France, sur le circuit de Paul Ricard. Et j'aimerais ça voir la Formule 2 au moins au Canada ou aux États-Unis, parce que je sais que peut-être à Montréal, il manquerait de place pour entreposer les bolides de Formule 2 avec les Formule 1600, puis les voitures Porsche GT3. Mais ce serait bien d'avoir le futur de la Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve, juste pour voir un meilleur spectacle, un aussi bon spectacle que ce que donne la Formule 1 à Montréal. Maintenant qu'on a parlé de Monaco, traversons maintenant l'Atlantique pour une autre épreuve prestigieuse, les 500 000 d'Indianapolis, dont c'était la 103e édition tout de suite après le Grand Prix de Monaco. Une épreuve qui a été remportée par Simon Pagenaud, qui devient le premier Français à s'imposer dans la classique de l'Indiana depuis René Thomas en 1914. Pagenaud était parti en pole position, et on pensait qu'on allait avoir un retard possible à cause de la pluie, mais la course a démarré à l'heure prévue. Donc, au moment du drapeau vert pour lancer le 500 000, Pagenaud a gardé les commandes devant Ed Carpenter et Will Power, qui a été très agressif au départ. La première neutralisation est survenue au 6e tour, lorsque le plus jeune vainqueur de l'histoire d'IndyCar, Colton Herta, a subi un problème de boîte de vitesse et a dû mettre pied à terre pour sa toute première participation à Indy. Malgré les différents ajouts aérodynamiques, les voitures étaient parfois difficiles à piloter dans le trafic et il y a eu peu de dépassements qui ont été faits une fois les quelques tours effectués. Les 6 premiers tours avant l'intervention de la voiture de sécurité et du drapeau jaune, on en a eu des dépassements magnifiques par l'extérieur, 3 de large, c'était beau à voir, mais ensuite ça s'est un peu calmé. Pagenaud a mené la meute jusqu'à son premier arrêt au 33e tour, alors que Power a pu prendre la 2e place sur la première relance. Lors de la première série d'arrêts au stand, il y a eu
un accrochage entre Helio Castroneves et James Davison dans la ligne des puits, et c'est Castroneves qui a été tenu responsable de cet incident et a écopé d'un passage de drive-through, ce qui a ruiné les chances d'un quatrième succès du Brésilien. Lors du deuxième relais sous drapeau vert, Power a perdu un peu les bons réglages de sa voiture et il s'est fait dépasser par Ed Carpenter pour la deuxième place au 62e tour, soit 2 tours avant l'arrêt de Pagenaud. Et le pilote français de la Team Penske s'est donc a été le premier à s'arrêter 6 tours plus tard. C'était Power, mais l'Australien, le champion en titre des 500 000 d'Indianapolis, a percuté un membre de son équipe des puits et ça entraîne automatiquement une pénalité. Ça a été la même chose pour Jordan King qui a heurté le mécano qui devait changer sa roue avant droite. Le mécano en question a été blessé à la jambe. Il se porte mieux, mais il devra passer la soirée à l'hôpital. Heureusement pour Power, il a évité un drive-through car le drapeau jaune est sorti pour la deuxième fois au 74e tour, puisque c'est Carl Kaiser qui a percuté le mur dans le virage 4, et c'était la fin de la belle histoire pour Juncos Racing, cette équipe qui a éliminé Fernando Alonso et McLaren lors de la séance des qualifications, alors qu'il manquait de sponsors et de pièces aussi suite à l'accident de Kaiser lors des essais. Mais Power a été forcé quand même de repartir à l'arrière du peloton suite à cette neutralisation. La course a été relancée au 80e tour avec Pagenaud en tête jusqu'à l'arrêt du numéro 22 19 tours plus tard. Et ça a permis à Ed Carpenter, natif d'Indianapolis, de mener l'épreuve à la mi-course. Et justement, la deuxième moitié d'épreuve débute avec une nouvelle série d'arrêts. Et c'est Alexander Rossi qui commet une légère erreur. L'Américain est vainqueur de la 100e édition en 2016 est reparti en 5e position derrière Sébastien Bourdet. Mais, le connaissant, il ne se laissera pas doubler facilement. Il dépasse Bourdet et Joseph Newgarden, alors meneur du championnat, au 111e tour avant de prendre la deuxième place à Ed Carpenter au 112e tour. Le rythme de tête en course s'est ralenti passablement depuis un certain tour puisque Pagenaud devait économiser de l'essence. Il a beau mener la quasi-intégralité, mais il doit ralentir pour ne pas faire un arrêt supplémentaire. Donc, il ne voulait pas se retrouver dans le trafic. Et cela voulait donc dire qu'il a dû se défendre aux tentatives de dépassement d'Alexander Rossi, qui s'est avoué vaincu et est resté deuxième durant la totalité du relais. Les deux pilotes ont pris une avance sur le troisième, au moment où Pagenaud repasse par la voie des stands au 129e tour. 8 tours plus tard, Rossi fait de même, mais connaît un problème au niveau de l'arrivée d'essence. Le Californien repart après de très longues secondes, frustré disant à ses mécaniciens « Qu'est-ce que vous avez fait là ?» Mais heureusement, il a été sauvé par le drapeau jaune causé par une sortie de piste d'un certain Marcus Ericsson dans la ligne des puits. À l'entrée de la ligne des puits, en fait, alors qu'il était la meilleure recrue en 8e place. Donc, l'intervention de la voiture de sécurité a permis de limiter l'écart entre le pilote s'arrêtant le plus tôt et celui qui s'était arrêté le plus tard, puisque Scott Dixon a dû passer par la voie des stands sous drapeau jaune. La voiture de sécurité a même permis à Rossi de rester dans le top 5, alors qu'il aurait perdu probablement beaucoup plus de temps s'il était resté sous le rythme du drapeau vert. À la relance, Pagenaud a continué de mener, alors que son coéquipier chez Penske, Joseph Newgarden, s'est emparé de la deuxième place devant Ed Carpenter.
Derrière, il y avait Alexander Rossi qui réalisait une relance magnifique, mais il a perdu une place au départ de son bon ami Conor Daly, qui avait manqué son dépassement sur Sébastien Bourdet. Mais également passé par le vétéran Oriol Servia, qui était à un tour du meneur, et même bloqué par le pilote espagnol. L'ancien pilote de Formule 1 était vraiment furieux. Alors, en tête, on avait Newgarden qui dépassait Pagenaud au 151e tour, alors qu'au même moment, Daly passe Bourdet pour la 4e place. Rossi se défait enfin d'Oriol Servia au 156e tour et dépasse Bourdet 2 tours plus tard, revenant dans le top 5 à l'aube des 100 derniers miles de l'épreuve. Rossi dépasse donc son bon ami Daly pour la 4e place au 163e tour, alors que les deux pilotes Penske ralentissent le rythme de l'épreuve en tête. Alors, Pagenaud reprend la tête de l'épreuve au 160e tour, mais s'arrête au stand au même moment et était donc à la limite de ne pas devoir s'arrêter de nouveau. Rossi s'arrête au tour suivant, évitant le trafic et le train causé par Newgarden. Newgarden gagne la voie des puits au 171e tour, laissant Carpenter, Conor Daly, Santino Ferrucci et Ryan Hunter aux avant-postes. Alors, le champion IndyCar de la saison 2017 repart derrière Alexander Rossi, alors que Ed Carpenter et Conor Daly passent pour une dernière fois au ravitaillement, tout comme Ryan Hunter. Une fois les arrêts effectués pour les meneurs, Pagenaud possède 2 secondes d'avance sur Rossi, Carpenter et le reste de la meute. L'avantage du Français fond comme neige au soleil, puisqu'il doit encore une fois économiser de l'essence s'il souhaite franchir l'arrivée. Rossi prend la tête au 178e tour devant Pagenaud, mais au même moment, plusieurs voitures tapent le mur au virage 3 avec un accident causé par Sébastien Bourdet et Graham Rahal, avec Charlie Kimball, Félix Rosenqvist et Zach Veach impliqués dans ce carambolage. En fait, c'est que Rahal a tenté de passer Bourdet à l'entrée du virage, mais les deux voitures se sont percutées et ont terminé dans le mur. Et avec la réaction en chaîne impliquant les 3 autres voitures, celles de Kimball, Veach et Rosenqvist, les commissaires ont dû sortir le drapeau rouge afin d'éviter d'utiliser trop de tours pour nettoyer la piste. Une fois les monoplaces relancées, l'Américain Spencer Pegott doit passer par la voie des puits, laissant Rossi en tête devant Pagenaud, Carpenter, Joseph Newgarden et Takuma Sato qui est revenu de loin après un début de course difficile. Alors, l'épreuve a repris avec 13 tours à faire. Pagenaud prend une superbe relance et s'empare de la tête dans le premier virage par l'extérieur. Alors Carpenter perd directement 2 places au profit de Newgarden et Sato qui a remporté les 500 000 d'Indianapolis en 2017. Rossi reprend les commandes au tour suivant avec 11 tours à faire, Pagenaud reprend la tête à Indianapolis et on a ainsi un beau duel entre Pagenaud et Rossi, mais il y a Sato derrière qui peut profiter de l'aspiration des 2 voitures pour être un outsider inattendu. De toute façon, le Français Pagenaud tient bon pendant une bonne partie des tours suivants, mais attention, Rossi prend la tête à 3 tours de la fin de l'épreuve. Mais Pagenaud ne s'avoue pas vaincu et le repasse dans le virage 3 à 2 tours de la fin. Mais malgré une dernière tentative de Rossi, Pagenaud franchit la ligne d'arrivée en vainqueur et remporte les 500 000 d'Indianapolis pour la première fois de sa carrière. Alors voici le podium. Pagenaud, Rossi et Takuma Sato. Le Canadien James Hinchcliffe termine 11e. Et la prochaine épreuve IndyCar aura lieu la semaine prochaine. En fait, ce sera un programme double dans les rues de Détroit au Belle Isle Park. Donc, il y aura 2 courses samedi et dimanche. Mais en tout cas,
allez voir les faits saillants de cette 103e édition des 500 000 d'Indianapolis. Ce fut tout à fait excitant. Alors c'est tout pour cet épisode numéro 6 ou épisode de Nico Rosberg du Bulletin F1. Les 2 prochains épisodes seront entièrement consacrés au Grand Prix du Canada puisque la Formule 1 s'arrêtera à Montréal. Ce sera la folie et on va vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. On vous donnera aussi un guide pour ceux qui voudraient aller au circuit Gilles Villeneuve, pour ceux pour qui ce serait la première fois en fait. Et évidemment, dans 2 semaines, quand il sera question de revenir sur le Grand Prix du Canada avec Brian, espérons-le, on va revenir en long et en large sur la 7e manche du championnat du monde de Formule 1 qui s'arrête pour la première fois en sol nord-américain. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à Le Bulletin F1, LEBULLETIN F1, ainsi que sur Facebook, facebook.com/bulletin F1, pour avoir toutes les nouvelles sur l'actualité de la Formule 1 et lire nos chroniques ainsi que le bulletin de notes du Grand Prix de Monaco sur bulletinf1.com. La balado-diffusion sera disponible sur toutes vos plateformes préférées ainsi que sur Balado Québec et sur le site bulletinf1.com. Mais nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7, un épisode spécial sur le Grand Prix du Canada. On va parler des paddocks, on va faire le fameux guide de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pendant la semaine du Grand Prix du Canada. Et à l'épisode numéro 8, on reviendra sur cette course qui, souhaitons-le, sera la meilleure de la saison. Je suis votre animateur Abdou Sall. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. À la semaine prochaine!